médecin, si je mange de la carotte, c'est grave? Ça dépend laquelle. Regardez derrière moi, c'est le canal du Mozambique. Et ce qui nous intéresse, c'est en dessous parce qu'il y a plein de cailloux. On connaît la topographie de Mars, de Vénus, à des résolutions bien plus hautes que ce qu'on connaît le fond des océans. Un rêve de gosse qui est en train de se réaliser. Je vais m'embarquer à bord du Marion Dufresne. L'été dernier, Ifremer m'a proposé d'embarquer pour suivre une campagne océanographique baptisée Sésame. Au programme, des carottes, de l'amitié, des sensations fortes et beaucoup de géologie. Je vous emmène avec moi pendant 3 semaines à sillonner le canal du Mozambique entre ces poissons volants, ces fous qui n'ont pas besoin de s'accrocher au pinceau et ces secrets bien gardés. Voilà Tipa que cette nuit, ils ont trouvé un mont sous-marin. L'une des missions de Sésame, c'était de reconstituer l'histoire de ce canal du Mozambique. Comment s'est-il formé et comment Madagascar s'est éloigné de la côte africaine? Comment mange-t-on à bord du Marion Dufresne? Bien, très bien. Ce qui nous amène à une des superstars de la géologie. Le rift est-africain, c'est un peu un truc emblématique en géologie, je pensais pas m'en approcher. Et en fait, c'est assez feu, c'est-à-dire que il est quelque part sous nos pieds en fait, en ce moment même. Bon mais alors qu'est-ce donc que ce rift est-africain et pourquoi étais-je donc aussi enthousiaste? Le rift, c'est une balafre de 4500 km de long qui sépare le continent africain de lui-même. C'est-à-dire que ce que vous voyez là, c'est un océan en formation. Dans quelques dizaines de millions d'années, l'Afrique pourrait se couper en deux, et peut-être que nos arrière-petits-enfants navigueront à bord du Marion Dufresne 32 pour étudier cet océan entre les plaques africaines et somaliennes. Bon par contre, faut pas être pressé, puisque ça bouge d'1 centimètre par an environ. C'est lent, même pour des géologues. À tel point que certains se demandent si c'est pas un peu tôt pour parler de plaques somaliennes, ou si tout ça ne serait pas finalement une déformation à l'intérieur même de la plaque africaine. On en est vraiment aux prémices d'un océan. Aujourd'hui, ça ressemble à un système de failles complexe apparu au Miocène, il y a 22 à 25 millions d'années, dans lesquels on retrouve les grands lacs, vu que c'est une grande cuvette, mais aussi les plus célèbres volcans africains. Le rift forme même une limite climatique naturelle entre, en gros, la forêt à l'ouest et la savane à l'est. C'est le seul rift visible sur Terre. Tu me demandais s'il était unique. Oui, à ma connaissance, c'est le seul rift visible sur Terre. On pourrait associer l'Islande, mais l'Islande est en partie océanique, donc c'est pas si c'est. Il y a un débat là-dessus. C'est le seul endroit où on peut vraiment voir un rift en formation actuelle. Un endroit unique au monde qui nous permet d'étudier à l'air libre la formation d'un océan. Vous comprenez mieux pourquoi j'étais enthousiaste? Maintenant, repassons-nous cet extrait pour notre plus grand plaisir. C'est assez feu, c'est-à-dire que il est quelque part sous nos pieds en fait, en ce moment même. Sauf que non, je me suis un peu emballée, on n'est pas du tout sur le rift là, mais on n'est pas loin. Et c'est sûr que le bassin sous le canal est forcément affecté par la tectonique du rift, vu que tout est connecté. Il n'empêche que je suis fake news. Il y a encore beaucoup de choses qu'on ignore sur ce rift. Comme vous pouvez le voir, c'est un système complexe. C'est pas juste une faille et c'est plié. Il y a plusieurs branches par ici. On a même un point triple là-haut, c'est-à-dire que 3 limites de plaques se rencontrent. Je sais pas pourquoi je fais... On sait même pas exactement comment il est apparu, si c'est le continent qui s'est aminci et a entraîné une remontée de magma, ou si au contraire c'est un panache de magma venu du manteau qui se serait frayé un chemin jusqu'en surface. C'est un débat houleux entre les spécialistes. Sans doute un peu des deux d'ailleurs, mais bref. C'est une histoire complexe et quand ça bouge, ça tremble et ça bave. L'activité sismique et volcanique va bon train dans ce coin-là. C'est le signe que le rift vit. Ce qui est rigolo, c'est que quand on étudie l'évolution des continents, on voit souvent ce genre de reconstitution, vue du ciel. Mais ici, il y a toute une dimension qu'on prend pas en compte, et c'est la dimension verticale, parce que ça bouge aussi de bas en haut et de haut en bas. Et ces mouvements verticaux sont très importants sur Terre, mais aussi en mer, où ils sont pourtant très peu étudiés. Côté intérieur de la Terre, il y a aussi des mouvements, toute une dynamique, la géodynamique.
qui font que les bassins s'enfoncent progressivement, ce qu'on appelle la subsidence, mais par moments se soulèvent aussi. Ça dépend des endroits, ça dépend des moments. Il y a des grandes phases un peu comme ça dans l'histoire de la Terre. Jusqu'à assez récemment, ça a été très sous-estimé en fait. On pensait que voilà, les bassins, les marges s'affaissent tranquillement et enregistrent les sédiments, mais en fait il y a des phases et des mouvements qui sont d'une ampleur bien au-delà de ce qu'on imaginait jusqu'ici. En fait. Cette évolution verticale, en fait, elle résonne avec l'évolution régionale de la marge est africaine, en particulier du rift est africain. Et on va essayer de comprendre cette évolution tectonique qui joue un rôle important justement dans l'évolution de la structure de la Terre. Bon, mais pour reconstituer les mouvements du sous-sol et plus généralement l'histoire du bassin sous le canal du Mozambique, comment qu'on fait? Eh bien, grâce à ça. Ça vous intrigue, hein? On va y revenir. On essaye d'associer plusieurs types de choses, de la sismique, ça veut dire que ça donne une image verticale du sous-sol, et donc on voit des couches, elles sont déformées, elles ont des géométries différentes qu'on essaye de décrypter, et puis on fait des carottes donc, qui échantillonnent la partie supérieure, et du coup avec une carotte on peut dater les événements, et donc on combine les deux pour reconstituer l'histoire. Après on peut combiner des disciplines un peu différentes entre la sédimentologie, la tectonique, la géochimie, mais aussi la physique des océans pour comprendre les courants et associer cette connaissance pour comprendre l'ensemble du bassin. Ici, on va surtout s'arrêter sur la sismique. Le but, échographier les fonds marins en émettant des ondes sonores qui seront réfléchies par le sous-sol avant d'être captées de nouveau par le dispositif. Selon le temps qu'elles mettent à nous parvenir, on a une idée du type de structure qu'elles traversent, et en particulier de leur impédance, c'est-à-dire leur résistance au passage des ondes. Ça nous donne des indications notamment sur la nature et la densité des sédiments. Pendant la campagne, les chercheurs ont utilisé plusieurs variantes de la sismique. La première d'entre elles, c'est la sismique rapide. C'est une sismique qui permet d'être acquise à vitesse rapide, autour de 8 à 10 nœuds. Ça nous permet finalement de couvrir plus de distance. Cette sismique utilise des canons. Ce sont des canons qui sont immergés dans l'eau. Et en explosant, c'est de l'air comprimé, ils vont créer une bulle et une onde acoustique qui va se propager dans la colonne d'eau. Cette onde qui est créée, finalement, elle va être reçue sur des hydrophones qui sont répartis tout le long d'une flûte. Ce qu'on appelle une flûte, c'est un long câble qui est immergé lui aussi dans l'eau. On va pouvoir traiter ce signal et pouvoir en sortir des profils sismiques tels que celui-là, où on va vraiment avoir des réflecteurs. En fait, on a toute une série de traits. On voit la géométrie des couches sédimentaires. On va pouvoir essayer de reconstruire un peu l'histoire de dépôt de toutes ces strates sédimentaires. Le canon à air comprimé, c'est lui qui cause ces explosions qu'on entend dans l'enregistrement. Et là, vous vous demandez peut-être, c'est pas terrible pour la faune marine ça, non? Alors, effectivement, il y a tout un protocole de mitigation pour éviter de trop embêter les animaux autochtones. Avant de le mettre en route, nos 2 biologistes observatrices à bord vont scruter les flots à la recherche du moindre mammifère marin. Et si la voie est libre, le canon se met en route, d'abord doucement, avec quelques tirs de sommation pour dire aux bestioles de s'éloigner. Et à côté de cette sismique rapide, on a aussi le sondeur de sédiments. C'est celui qui fait un bruit de petite souris, vous l'entendez peut-être dans l'audio. C'est une antenne fixée à même la coque du bateau qui émet des ondes, captées ensuite par une autre antenne un peu plus loin. Du coup, les petits bruits qu'on entend la nuit, celui-là, c'est celui qui fait le bruit de souris, c'est ça? Celui qui fait, pas très... On pourra l'entendre là-bas avec le casque. Si tu veux. Oh yes, oui. Ouais, c'est une antenne sous la coque qui permet de normalement piloter le carottage, de savoir la position de la carotte dans l'eau. Et du coup, en fait, avec ça, on peut quand même entendre tout le reste. Là, on l'entend tout ça. Et ces 2 outils ne permettent pas d'imager la même chose. Les canons de la Sisrap ont une fréquence plus basse, les ondes acoustiques pénètrent plus loin dans le sédiment, mais elles offrent une moins bonne résolution que le sondeur de sédiment. L'idée est donc d'utiliser les 2 en complément. Donc on voit vraiment cette différence d'échelle. Ici, on est vraiment sur quelques dizaines de mètres, et ici, on est de l'ordre du kilomètre. Donc ça veut dire que plus on regarde en profondeur, plus théoriquement on a des couches plus anciennes. Et il y a aussi un dernier sondeur, promis, c'est fini, après on peut jouer. On va voir en direct à quoi ça ressemble.
qui s'appelle sondeur multifaisceau, qui lui balaye le fond marin pour avoir une vision de la topographie en fait. C'est marin en fait, on voit qu'on est à 2600 mètres de fond. Et voilà donc comment on peut obtenir de belles données, enfin si la mer est conciliante. Houle ou pas houle, il faut bosser, hein. C'est pas 3 petites vagues qui vont nous empêcher d'avancer, on n'est pas des marins d'eau douce, sauf pour ma part. Je remercie Dr Thomas et la médecine moderne pour leur assistance. Mais cette houle n'a pas empêché les équipes de faire de très belles découvertes, notamment celles que je vous ai teasées au début de la vidéo. Voilà Tipac, cette nuit ils ont trouvé un mont sous-marin. Je vous propose d'aller voir Gwenaël qui nous raconte un peu, puisque c'est pas tous les jours quoi. Donc là on est passé une fois dessus, première fois. Et là en fait on revient par ici. Et on va faire plusieurs passages pour avoir toute la topographie. Nous sommes le lendemain matin, je vous emmène voir Maïwen, ingénieure hydrographe qui était chargée de récupérer les données du sondeur, et c'est donc elle qui a été la première à poser les yeux sur ce volcan. Le 7, on est passé sur un petit mont sous-marin. Ouais. Et malheureusement, le sondeur a décroché, et donc on se retrouve avec un trou dans la densitométrie. On avait une seule fauchée et on a des trous donc, au nord-ouest, et on voulait compléter là, le lobe au sud-est. Oui, c'est un peu vénère les trous. Oui, ça avait bien décroché, j'étais bien triste. C'est-à-dire que la pente était peut-être trop forte, ou alors il y a eu trop d'écho à cause des réflexions sur les pentes, oui c'est ça. Ça peut être lié aussi à l'eau de sondeur, qui est un sondeur de sédiments qui acquiert en même temps. Et donc on se retrouve avec une bathymétrie qui était fausse, ce qui fait qu'on a décidé de refaire des profils autour du mont sous-marin pour compléter. Donc tôt ce matin, c'était vers 7h du matin, on est passé autour du mont sous-marin de nouveau. Donc on a bien bouché le trou qui est ici, et là on a bien complété le lobe. Alors là, c'est juste que j'ai pas encore récupéré la donnée, mais elle existe, hein, okay. On n'a pas juste fait un gros trou. Et donc comme on voit, ça va être mieux complété. Puis là, les trous qui restent, c'est des petits trucs qui vont peut-être être bouchés en interpolation. 1300 mètres d'altitude, ou vous avez changé depuis? Alors j'ai pas regardé si on avait vu plus haut. Est-ce que tu peux voir la donnée là tout de suite ou... Je peux en voir. Ah oui, en direct. Non, on avait vu le sommet hier, on avait vu la partie de la côte. On n'était pas sûr parce que dans le trou, on espérait qu'il y ait un peu plus haut. Mais du coup, il est à 1570 mètres de profondeur et pour un plancher qui est à 2930. Donc voilà. Waouh. Je vais pas les mettre, j'ai trop peur de faire une erreur. Donc, sur le papier, c'est super. Le problème, c'est que depuis ce matin, depuis hier soir, ça bouge un peu plus. Le sondeur, il aime pas trop la houle. C'est comme nous, hein, quand ça bouge, il tire sur le côté comme ça. Et donc, il voit pas là où nous, on voudrait qu'il voit. C'est-à-dire qu'il voit pas sur le bateau, mais à côté. Alors, c'est corrigé avec des centrales inertielles qui enregistrent tous les mouvements du bateau en roulis, en tangage et en cap. Donc, il y a une correction, donc c'est formidable. On a un super sondeur qui permet, ça m'épate. Et puis nous, comme ça, on arrive à acquérir de l'info. Mais malheureusement, on a quand même beaucoup plus d'artefacts qu'au premier passage, finalement. Donc là, je suis en train de regarder si on va réussir à compléter tous les trous. Pour l'instant, ça se présente plutôt bien. Je suis assez contente aujourd'hui. Comme il y a de la houle qui va continuer, on a décidé de réduire l'ouverture du sondeur. Donc avant, on était ouvert à 60 degrés de chaque côté du bateau, du sondeur. 120 degrés, ce qui faisait une fauchée d'à peu près 10 km sur le fond, donc on a réduit à 50 degrés. Parce que quand on réduit la fauchée, alors, déjà on enlève toutes les erreurs qui sont sur les côtés, et comme avec le roulis, plus on est sur le côté, moins c'est bon. Donc on va réduire ça, et en plus on va augmenter la cadence de tir. On espère avoir une meilleure résolution. Donc là on était à 60 degrés ouvert, là maintenant on n'est plus qu'à 50, donc c'est réduit ici. C'est moins large que là. Mais par contre, on voit qu'il y a moins d'erreurs sur les côtés. Une fois ces données acquises par le sondeur, que deviennent-elles? Eh bah, il faut les traiter de tous les noms. Et c'est justement le job de Maïwen, alors quitte à la déranger pendant son boulot, allons-y à fond. Je suis en train de nettoyer ce volcan. Je fais des petites coupes
comme ça. Je fais des petits carrés, des petits rectangles. Alors là, je les fais perpendiculaires, dans le sens de la pente pour bien voir le relief. Et ensuite, je cherche là où il y a des artefacts, les sondes qui vont paraître adhérentes. Le tapis de sonde, là, il est très cohérent et là, on voit que c'est pas bon. Plus la forme qui est typique d'un artefact. On va invalider la sonde. On supprime rien, mais par contre, on va mettre un masque et les données ne seront plus vues dans le modèle. Ça se fait très bien avec des filtres. Donc, je passe un filtre. Et là, comme on est sur un sous-marin où j'essaye de garder le maximum de données, vu que, comme je disais, avec le sondeur qui décroche, la météo qui n'est pas favorable, etc., je préfère ne pas passer trop de filtres, parce que les filtres, ils peuvent aussi invalider des sondes qui, en fait, sont cohérentes. Donc, on préfère faire à la main, comme ça, juste pour le nom. C'est un sacré boulot. Ouais, bon, en fait, c'est assez amusant à faire ça, parce que comme le relief est joli, se poser la question de est-ce que ça existe vraiment ou pas, c'est un petit challenge que j'aime. Et un peu regarder les noms en 3D. Mais c'est pas mal. J'aime bien. La bâtisse, c'est plein de couleurs. Ce qu'on regarde, c'est toujours avec de l'exagération verticale. Parce que les reliefs sous l'eau sont vraiment beaucoup moins abrupts que sur Terre. Donc pour 1500 mètres de haut, on a 20 km de long, donc forcément il y a de l'exagération verticale pour voir quelque chose. Félicitations, c'est quand même pas mal. Est-ce que t'es ému? Ouais, un peu. Non, en vrai, celui qui m'a le plus ému, c'est quand même le premier qu'on avait vu. Celui-ci m'a le plus ému parce que c'était le premier dans le vie d'hydrographe que je voyais un grand sous-marin qui n'avait pas encore de nom. Bon, on finit par s'habituer au bout de 2. Je suis quand même émue. Oui, vous avez bien entendu, c'est pas un, mais 2 monts sous-marins que les chercheurs ont découverts pendant cette mission. Je trouve ça fou qu'on puisse encore découvrir des montagnes aujourd'hui. Imaginez Inox qui découvre l'Everest, et bah pareil, mais sous l'eau. Enfin, en l'occurrence, c'est plutôt le Honeck dans les Vosges, qui est pile à 1363 mètres d'altitude, comme notre mont sous-marin. On pouvait sentir une certaine effervescence chez les scientifiques pendant qu'ils dépouillaient ces données toutes fraîches. Est-ce que tu peux me parler du mont Christophe Barbier que vous avez découvert? Christophe Barbier. Ah bon? Non, vous n'avez pas encore... Non, on l'a pas encore baptisé. D'accord. Et vous attendiez à tomber sur le mont Pompidou comme ça ou... Non. Quoique, il y avait quand même une petite anomalie sur la carte, mais on ne sait jamais si c'est une anomalie, une erreur dans les sondes, dans les images satellites, ou une vérité. Donc là on est sûr, mais non, c'est un vrai relief sous-marin. Vous êtes ému alors d'avoir trouvé ça? Et moi, je suis en train de regarder les profils sismiques et on voit plein de choses. C'est super. On est arrivé du sud comme ça, c'est la première fois qu'on l'a vu. Mais un grand mur quasiment vertical. Et puis on est repassé de l'autre côté. Et puis on n'a pas la même chose d'ailleurs des deux côtés. Donc c'est ça le monde. Et en fait, quand on regarde bien sur la sismique, et on commence à décrypter tout un tas de choses parce qu'on a les séries sédimentaires qui remplissent les deux côtés. Et en fait, avec l'arrivée du monde, elle se déforme ou non. Ça dépend qui joue avant l'autre. Évidemment, ça c'est un petit jeu de... Ça, c'est la version plus large. Quand on arrive là, il y a le mont. Et puis là, on voit aussi une autre série sédimentaire. On est d'un autre côté. Ce profil, on l'a fait en redescendant pour compléter la bâtie. Donc, ça, c'est le nord. Et là, on retombe sur le mont. Et donc, on voit... là, c'est vraiment une interprétation préliminaire, mais... Donc on voit le mont, on voit des séries sédimentaires, là, les plus anciennes, qui sont déformées. Donc ça veut dire que là, le mont était actif déjà à ce moment-là, et a été actif après le dépôt de ces couches, qui se déposent en général à l'horizontale. Et donc, là, on voit bien le mouvement de déformation de cette couche-là. La phase 2, là, qu'on voit, d'un seul coup, là, on a un biseau. Et donc on remplit un bassin, et puis qui s'affine contre un relief. Donc là, la couche s'affine. Donc cette couche-là, elle a été déposée après déjà formation du mont. Et puis on continue comme ça. Et là, c'est la phase terminale où on remplit verticalement, plus tranquillement, même si on voit des surfaces d'érosion à l'intérieur, des discontinuités, etc. Et il y a même une petite phase en surface. Alors là, moi je suis pas spécialiste de volcanisme, mais c'est peut-être une coulée, mais du coup assez récente, parce qu'elle est en surface. Et puis cette petite couche aussi qui nappe après sur la fin. On voit un certain nombre de failles qui agissent. Donc il y a plusieurs phases de mouvement. Au moins, il y en a eu la première, celle-ci, elle est aussi quand même déformée, donc elle est probablement
elle a été déposée, il y avait déjà un relief, mais le relief est remonté. Donc en fait, il y a une série de mouvements verticaux qui rejoint, bon ça on va essayer de décrypter, donc c'est toute l'histoire de ce petit monde-là et qui va nous apporter des nouvelles informations. Donc il faut qu'on ramène le réflecteur corrélé avec des âges pour pouvoir dire ok, le mont s'est formé au Miocène, il a rejoué à telle période. Comment vous arrivez à le dater? En fait, on a déjà des séries datées par soit des petites carottes en surface, et puis des forages qui existaient au préalable sur la marge, plutôt du côté du Mozambique, qu'on a ramené par des études antérieures jusque dans le bassin. Donc il y a des grands marqueurs, on sait qu'il y a des grandes phases au Miocène, au Messinien, et donc voilà, il faut qu'on ramène toutes ces surfaces et on sera capable de donner des âges. Il y a de l'activité au Miocène, vous le savez? Oui, parce qu'il y a déjà eu des travaux faits dans la région, sur d'autres volcans, d'autres îles, des échantillons pris et datés, et qui montrent une phase tectonique de déformation à la fin du Miocène. Miocène qui est aussi la date de naissance de notre rift est-africain. Il y aurait donc eu une période où ça a chauffé sur Terre, où tout s'est un peu agité, en tout cas dans cette région. Voilà qui aurait pu faire bouger les plaques tectoniques et activer les volcans. Après, les monts eux-mêmes ont été créés avant, mais en tout cas, on pense qu'ils ont une reprise d'activité, à minima, au Miocène. Et peut-être jusqu'à l'actuel, s'il y a certaines failles qui sont encore actives, mais c'est d'autres travaux qui avaient déjà montré ça en amont. Vous avez trouvé des traces d'activité en passant Ah, sur le mont, moi j'étais pas là en vision, on n'a pas vu vraiment, par exemple des échappements de fluide ou des choses comme ça. C'est Estelle qui me disait qu'elle avait peut-être vu un petit truc en passant, mais il faudra leur demander. C'est le premier passage qu'on a fait autour du volcan. On a des écrans où on peut voir l'acquisition de données en temps réel. Ici, sur le sondeur multifaisceau qui mesure la bathymétrie, on enregistre aussi, ici en bleu, toute la colonne d'eau. Et finalement, pour détecter en fait l'activité actuelle, immédiate éventuelle du mont, on peut aussi checker si dans la colonne d'eau, on n'a pas des petites bulles qui remontent, qui sont signes, qui sont la preuve d'une activité, d'un échappement de fluide en fait, du volcan. Alors, avec vraiment beaucoup de pincettes, j'ai checké de temps en temps, en fait, sur le mont en lui-même, sur le sommet, j'ai rien vu du tout. Par contre, j'ai peut-être vu une toute petit échappement de fluide, vraiment sur le début du flanc du volcan, du flanc sud du volcan. Voilà, c'est la seule indice que j'ai pu repérer. Sans certitude. C'est vraiment à prendre avec des pincettes, sans certitude. C'est toujours difficile, déjà si l'échappement est très petit. Et puis il peut y avoir des fois des artefacts. Donc je pense qu'à ce stade, on ne peut vraiment pas dire s'il y a activité. Et puis c'est vrai qu'en temps réel, nous, sur la sismique, on regarde le passé. Et hop, c'est la houle qui tombe. Il y a à peu près 3,6 m de haut d'après la météo. Bien établi, donc c'est vrai que les conditions sont un peu... Ça bouge bien. On n'en a pas fini avec notre mont Antoine Daniel, parce que figurez-vous que c'est pas le premier volcan sous-marin qu'on découvre dans le coin. Et oui, cette région est définitivement active. Ça pourrait être lié aussi à l'activité du rift est-africain, dont on parlait tantôt. Par chance, le découvreur de cet autre volcan était aussi à bord. C'était en 2014. C'est les premières campagnes d'exploration qu'on réalisait là, dans le canal du Mozambique. Wow. Et on était dans le secteur d'ailleurs où on a travaillé là, et on a commencé à faire en fait de la cartographie. C'était des endroits qui n'étaient pas très connus et pas du tout connus même pour certains secteurs. Donc on a réalisé de la bathymétrie et on s'est rendu compte qu'on avait des systèmes de rides volcaniques. Et en passant en fait entre Europa et Bassas da India, on a découvert en fait un mont sous-marin. Alors on avait quelques indices sur des données satellitaires mais qui n'étaient pas du tout précises. On supposait un relief. Et quand on a commencé à cartographier, on s'est rendu compte qu'on avait un volcan qui faisait 2100 mètres de haut, donc quand même un joli bébé de relief au-dessus du plancher. Et donc on l'a cartographié et puis on a soumis en fait la proposition de nommer. Donc il y a une commission internationale océanographique en fait qui s'occupe de ces demandes. Donc ils nomment en fait tous les reliefs sous-marins qui sont on va dire supérieurs à 1 km de haut au fond des océans et qui sont découverts. Et donc on a donné le nom de la mission. Donc la mission s'appelait Ptolémée
Et donc voilà, le mont Ptolémée est maintenant référencé sur les chartes marines. Oui, vous avez bien entendu, il y a une commission des Nations Unies qui est chargée de valider les noms des nouveaux monts, canyons et autres structures sous-marines qu'on découvre, un peu comme celle qui baptise les étoiles ou les nouveaux minéraux, moi ça me fascine ce genre de truc. Pour notre nouveau volcan, ce sera à nos 2 chefs de mission de baptiser Mounty McMoonface. Il faut qu'on trouve un joli nom pour ce joli mont. Ça marche. Mais si vous voulez suggérer des noms en commentaire, n'hésitez pas, on ne manquera pas de les ignorer royalement. Mais attention, il y a des conditions à respecter. Alors les conditions, il faut que, bien sûr déjà que le relief soit quand même relativement bien documenté en termes de cartographie. Il faut pouvoir produire des coupes pour montrer un petit peu la géométrie en différentes dimensions. Il faut que le nom proposé ne soit pas celui d'une personne vivante. Voilà, vous savez maintenant, j'attends vos meilleures et vos pires idées, je vous garantis qu'elles ne seront pas prises en compte. C'est assez surprenant qu'on ne connaît pas vraiment le fond des océans. D'ailleurs, il y a une initiative pour essayer de cartographier le fond des océans à haute résolution avant 2030. Je crois qu'il y a encore beaucoup de travail. Ouais. Et on connaît la topographie de Mars ou de Vénus à des résolutions bien plus hautes que ce qu'on le connaît, le fond des océans. Comment ça se fait ça? L'eau. Oui. C'est du fait qu'on a une épaisseur d'eau importante, c'est très compliqué. Non, mais on pense aujourd'hui qu'il y a, si on regarde un petit peu les différentes estimations là, de ce qu'on connaît au niveau des océans, on pense qu'il y a peut-être plus de 100 000 monts sous-marins qui font plus d'1 km de haut qui ne sont pas encore cartographiés. C'est un travail énorme qui reste à réaliser, quoi. Donc cette initiative, je crois qu'elle s'appelle Seabed 2030, c'est ça? Seabed 2030. Comment on fait pour cartographier des monts comme ça? Est-ce qu'on est obligé de se rendre sur place comme nous on l'a fait ici? Alors, ça peut être au cours de campagnes océanographiques, mais par contre, maintenant, il y a des initiatives où on demande aux navires, même des navires marchands, qui disposeraient en fait de sondeurs multifaisceaux, lors des transits, de pouvoir en fait procéder à de l'acquisition. Donc en fait, on parle de transit valorisé. Évidemment, il y a des endroits dans les océans qui sont très peu visités. En Malaisie, l'avion qui avait disparu, on a fait des recherches de bathymétrie parce qu'évidemment, on pensait pouvoir imager l'épave de l'avion, peut-être sur le fond des mers, entre l'Australie et en fait, toute la partie sud-est de l'océan Indien. Et ce sont des données qui sont extraordinaires maintenant, du fait qu'ils ont passé, je sais pas, des mois à faire cette bathymétrie. Et ça, c'est un endroit de l'océan Indien qu'on ne visitait pas beaucoup. Par exemple, toute la partie sud du Pacifique est très très peu connue parce que personne n'y va. À la place d'avoir un bateau qui fait mowing the lawn, comme on appelle, back and forth pour la bathymétrie. Maintenant, on a aussi des systèmes qui sont autonomes. Des sortes de drones, en fait. Donc c'est vrai qu'il y a des technologies qui se développent de plus en plus, où on essaye d'avoir des sortes de systèmes autonomes pour réaliser de la bathymétrie. Alors le gros avantage, c'est qu'eux, ils peuvent aller très près du fond. Aujourd'hui, on peut plonger jusqu'à environ 6000 mètres avec ce genre d'engin. Mais ça permet effectivement de faire de la bathymétrie de manière autonome. Et les questions qui se posent aujourd'hui, c'est quand même aussi l'énergie pour alimenter ces systèmes. Donc on ne peut pas les laisser pendant des mois et des années. Mais je pense qu'on va progresser. De toute façon, la technologie progressera dans ce sens-là. Moralité, il y a encore du boulot, mais heureusement, c'est grâce à ce genre de mission qu'on apprendra à mieux connaître les fonds marins, leur fonctionnement et leur histoire. Et notamment leur histoire tectonique. Et ça tombe bien, les scientifiques à bord ont trouvé plein de failles, preuve que ça tectonise un max dans le voisinage. Ah bah là, il y avait une belle faille ici. On voit vraiment les décalages de toute cette série-là. On a une zone tectonique active, on a un petit couloir qui mérite aussi d'être une étude plus détaillée pour comprendre l'âge de ces mouvements en relation aussi avec les monts sous-marins qu'on a pu cartographier. Reste à étudier la montagne de données obtenues, il y en a pour un petit moment, mais heureusement, les chercheurs n'ont pas attendu d'être rentrés pour y jeter un œil. Vous avez déjà un peu interprété les données ou pas du tout? Un petit peu à bord, parce que c'est difficile de s'empêcher de prendre un crayon et de dessiner. Donc oui, et puis les données, elles sont très belles. La sismique est très chouette, donc on voit des failles qui sont actives, alors qui s'arrêtent à des moments, qui reprennent, qui déforment la surface. Donc il y a des phases même très récentes.
On ne les a pas datés, il faut faire le travail minutieusement pour s'assurer et puis corréler l'ensemble des profils les uns avec les autres. Il faut croiser, tout vérifier plusieurs fois. C'est des années de dépouillement après sur les données, mais oui, on voit déjà de très belles choses. Il y a encore des pistes à aller creuser pour essayer de comprendre tout ça. Okay. Mais tu es contente des données récoltées pour l'instant? Ah oui, je suis très très contente. Ouais. On a fait quasiment tout le programme prévu. Super. Si j'insiste tellement sur ces mouvements tectoniques, c'est parce qu'ils ont des conséquences très importantes sur beaucoup de choses dans l'histoire de la Terre, mais il vous faudra revenir dans l'épisode 2 pour en savoir plus. J'espère que cette première vidéo à bord du Marion Dufresne vous a plu. Je remercie infiniment Ifremer pour l'invitation et pour avoir financé ces vidéos, ainsi que les équipes de Sésame, LDA et Génavir, et je laisse le mot de la fin au commandant du Marion Dufresne, au micro de Louane, étudiante en géologie et membre de l'Université flottante. Si on trouve un trésor, est-ce qu'on le partage en part égale? Alors ça dépend de quel trésor on parle, mais de façon générale, il ne nous appartient pas le trésor. Donc on ne va pas le partager beaucoup. Par contre, on peut partager la découverte de ce trésor. Sur cette campagne, on a découvert 2 monts sous-marins. Et ben c'est un trésor qui a été découvert. Donc il n'y a pas de résultat pécunier. N'empêche qu'il y a un résultat pour la connaissance de la Terre, donc pour l'humanité en général. Et ben ça, comme moi, tu as participé en étant à bord à cette découverte, donc tu en partages une partie de cette satisfaction d'avoir découvert 2 monts sous-marins. Un trésor. J'espère que ce premier épisode des aventures en mer vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour voir les suivants, avec toujours beaucoup de professionnalisme.